Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. En ces temps de rentrée scolaire, de comeback de vacances et de retour à la ville, je vous propose maintenant de retourner dans le jardin. Mais pas n'importe lequel. Peut-être l'un des plus beaux. Le mythique jardin de Claude Monet à Giverny, en Normandie. C'est ici, dans ce petit village du Vexin, et dans cette longue maison aux crépis roses et aux multiples volets verts, que Claude Monet, le maître de l'impressionnisme, a posé ses valises en 1883. Jusqu'à sa mort en 1926, il va y vivre avec toute sa famille et inlassablement travailler, peindre et planter des fleurs dans son jardin, devenant ainsi au fil du temps son chef-d'œuvre. Car à Giverny, si j'ose dire, la pièce principale de la maison, c'est le jardin. Chaque année, plus de 700 000 visiteurs se promènent dans ses allées et le visitent comme on rentre dans une des toiles du peintre. Mais comme toutes les merveilles du monde, ce jardin a bien failli disparaître. Presque 50 ans après la mort de Monet, il est à l'abandon. Alors, au milieu des années 70, l'Académie des Beaux-Arts, devenue le nouveau propriétaire des lieux, décide de faire appel à un as de la restauration du patrimoine pour lui redonner vie, beauté et accessibilité. Son nom, Gérald van der Kamp. Ancien conservateur du château de Versailles, pour lequel il avait brillamment réussi la remise en état des 2 Trianons, c'était l'homme de la situation. Et comme il avait ses entrées partout, aussi bien dans les ministères que dans les salons mondains, c'était plus facile pour lui d'aller chercher mécénat et financement. Rapidement, il se met alors en quête du seul matériel d'archives à sa disposition pour reconstituer le jardin. Les souvenirs des gens qui ont connu Monet. Mais pour réussir dans cette tâche, à Giverny, il lui fallait l'essentiel. Un bon jardinier. Et c'est Gilbert Vaez qu'il va choisir. À cette époque, presque tous les opposent. L'âge, l'origine sociale, leur métier. En fait, ils ne se seraient jamais rencontrés ailleurs que dans ce jardin. Mais pour le sauver, ils vont réussir à le redessiner et lui redonner l'aspect que Monet avait connu. Aujourd'hui à la retraite, j'ai pu retourner avec Gilbert Vaez dans les allées de ce jardin qu'il n'a jamais vraiment quitté. Il m'a parlé de floraison, de saison et de ce souvenir un peu magique. Pendant plus de 40 ans, il a pris soin, lui, le jardinier, de ce que le grand peintre Claude Monet avait créé. Où est-ce qu'on est là sur une carte de France ? Sur une carte de France, on est aux confins de plusieurs départements. On est à côté de l'Île-de-France, là, parce que dans le pré en face, c'était les anciennes Yvelines. On a le Val d'Oise, qui est juste à 2 pas, la Roche-Guyon, et puis on a l'Oise, qui est juste à côté aussi. Donc on est sur la vallée de la Seine et la vallée de l'Epte. C'est ce qui a permis à Monet de choisir cet emplacement. Pourquoi ? Pour le peintre, parce que les plus belles couleurs sont est ou ouest au lever du soleil et au coucher du soleil. Et ces vallées font que c'est très dégagé, donc on a les couleurs apparentes très tôt le matin. Ça, c'est pour le peintre et pour le jardinier, parce que c'est un coteau adossé à la colline au nord. Donc face au sud, ça crée un microclimat, en plus en zone humide. C'est-à-dire que l'eau n'est pas très loin. Et un jardin sans eau, c'est pas un jardin. Avant d'arriver à Giverny, on se rend compte ici que la nature, elle est presque luxuriante. Enfin, c'est très verdoyant, c'est vallonné, c'est une très très belle nature. Oui, parce que c'est chargé en eau, c'est une vallée protégée du gel. En plus, il y a une évaporation, parce que c'est une zone humide. Donc il y a une évaporation. Alors ça crée un phénomène qu'on appelle l'irisation de l'air. C'est-à-dire qu'à certains moments, et c'est très éphémère, l'atmosphère prend une couleur tout entière. Surtout rose. Et après, ça évolue quand le soleil monte dans le ciel. C'est assez exceptionnel. On commence à comprendre pourquoi Monet s'est senti particulièrement bien ici. Quand vous décrivez la nature, on comprend qu'il y a une part d'esthétique très importante. Pour moi, c'est l'endroit idéal pour un peintre et puis pour un jardinier. Est-ce que vous êtes de cette région à l'origine ? Moi, mes origines, j'ai peu connu mon père. Mais je suis né pas très loin, sur le plateau du Vexin. Mais la destinée a voulu que je revienne. Mais ça, c'est la destinée, parce que j'ai vécu en banlieue parisienne.
à l'âge de 2 ans, ou même pas, donc j'ai émigré, j'ai complètement quitté la région. Donc je ne peux pas dire que je sois un gars du coin parce que je n'y ai pas vécu. Alors maintenant, si, avec l'âge... Vous êtes le jardinier qui a permis de revoir le jardin de Giverny comme il était avant. Comment vous vous êtes rencontré avec Gérald van der Kemp alors que finalement vous êtes très éloignés tous les deux à ce moment-là? Ouais, très très éloigné. Moi, je suis né en 48, donc j'étais un 68ard, bien sûr. Donc on était très éloignés. À l'école de Versailles, j'ai vu Gérald van der Kemp qui venait s'informer, prendre des cours. Et là, franchement, je ne l'appréciais pas parce qu'il avait une attitude hyper mondaine, hyper bourgeoise, et ce n'était pas du tout mon style de vie. Alors pourquoi Van der Kemp me choisit? Ben voilà, c'est la destinée. En fin de compte, il a rencontré lors d'une réunion M. Shaw, le directeur de la Versailles, et puis il lui a fait part de son projet qu'il cherchait rapidement un chef jardinier pour l'aider dans cette tâche qu'il a entrepris. Alors, et M. Shaw, m'ayant vu 15 jours ou un mois avant, a pensé à moi. Donc il a pris rendez-vous, il a dit « ouais, je connais quelqu'un ». C'est un bon élément, enfin bref, il a dû vanter la marchandise, j'étais pas là, mais je pense. Hein. Et voilà, le rendez-vous a été pris. Alors j'y allais avec un a priori. Quand il m'a reçu dans ses appartements, il m'a reçu en robe de chambre, alors ça m'a déjà décontenancé, parce que jamais j'aurais pensé le voir en robe de chambre. Et on a discuté, 3-4 heures, on a discuté ensemble de jardin, de tout. Et là, j'ai revu ma position, donc mon jugement sur lui. Et après, je me suis rendu compte que cet homme, c'était un homme exceptionnel parce que c'est un super caméléon. Quand il était avec des ouvriers, il était comme eux. Et quand il était dans un monde hyper bourgeois, il était comme eux. Donc ça, je m'en suis rendu compte. Et au bout de cet entretien, je lui ai dit que je lui rendrais ma réponse dans un mois, le temps de réfléchir et puis d'en discuter avec ma fiancée. Et j'ai accepté pour apprendre, parce que je me suis dit, avec Gérald van der Kemp, il a le même profil que le peintre, Monet, il est peintre et il aime les fleurs. Donc avec lui, je vais apprendre beaucoup de choses dans un secteur que j'ignore complètement. Et moi, je lui apporterai un autre secteur, un complément dans ce qu'il ignore. Ça va être un bon échange. Et quand vous arrivez pour la première fois à Giverny, qu'est-ce que vous voyez? La première fois, je vois quelque chose de complètement abandonné, mais oublié aussi. Même moi, je confondais Monet et Manet. Et quand on parlait des travaux là, personne n'y croyait. C'était le début de la crise énergétique. Même Van der Kemp disait non, les gens ne vont pas mettre de l'essence pour venir jusqu'ici de Paris et tout. On ne pensait même pas à l'international, hein. On pensait déjà au local. Et le local, c'était pas triste parce qu'à Vernon, la majeure partie des gens ne savaient même pas que Monet avait habité ici. Par contre, les chauffeurs de taxi américains, eux, le savaient. C'est ce qui m'avait vraiment surpris, le décalage entre les deux. Après, je l'ai compris, c'est parce que Monet, il a servi de tête de file aux impressionnistes américains. Donc eux, c'était toujours présent dans leur mémoire, mais pas les Français. Quelles sont les premières actions que vous menez sur le jardin pour le réhabiliter? Le premier travail que Van der Kemp m'a donné, il dit « vous me prévoyez tout ce qu'il faut là pour 5 ans ». Et puis en effet, on a mis 4 ans à restaurer. Et après, au moment de l'ouverture, après 80, on a embauché 3 personnes, on est passé à 5. Et puis 85, là, on a rembauché 3 personnes de plus parce que le nombre de visiteurs avait grimpé. On s'attendait à très peu de visiteurs. En fin de compte, la première année, on a eu plus de 70 000 visiteurs. Donc il a fallu refaire les toilettes, il a fallu refaire les cheminements, il a fallu refaire plein de choses pour accueillir ce monde. Et puis ça a été crescendo croissant. Et c'est le deuxième lieu le plus visité dans la région, après le Mont-Saint-Michel. Moi, j'ai envie de savoir ce que Gilbert Vahet, le jardinier, connaissait de Claude Monet quand il a commencé à travailler dans son jardin. Personnellement, pas grand-chose. Je vous dis, je confondais Monet et Manet. Mais j'avais Gérald van der Kemp, qui lui, vu son âge et vu sa position, avait les mêmes amis que Claude Monet.
Donc il avait des sources orientées vers la fin de la vie de Monet, bien sûr, vu l'âge. Je m'appuyais complètement sur ses dires, avec des fois des points où j'étais pas d'accord. On en discutait, mais je faisais quand même. Parce que je m'appuyais sur sa culture, je m'appuyais sur son vécu. Donc, et des fois, je mettais en doute pour l'allée centrale, par exemple, et puis à la plantation de printemps. Puis un jour, je vois une photo de Clémentelle. Oh, je dis, il avait raison. Van der Kamp avait raison, c'était comme ça. À partir de quelle source, à partir de quel document vous avez pu reconstituer le jardin tel qu'il était? Vous êtes appuyé sur des souvenirs, des archives, des témoignages? Beaucoup d'archives, mais surtout des interviews de gens. Van der Kamp, vu sa position, avait les mêmes amis. Donc, De Villers était venu ici, donc il était toujours dans la partie, donc il avait les végétaux. Même moi, dans les années 79, j'ai reçu un jardinier qui avait travaillé avec Monet juste avant la guerre de 14. On a passé une après-midi ensemble. Il était âgé, il était à la maison de retraite, mais il est venu nous voir. Il a contrôlé notre aménagement et il était d'accord, pas d'accord. Et là, on est à côté d'un paulownia et il nous l'a fait planter parce qu'il nous a dit, là, il y avait un paulownia. Alors, hop, on l'a planté. Bon, là, celui que vous voyez, c'est que celui d'origine que l'on avait planté, il était trop vieux, il est mort. On en a replanté un cette année. Et derrière nous, il nous a signalé que c'était le tas de déchets à Monet. Alors on a dit, bon, maintenant, on ne va pas remettre le tas de déchets là, c'est visitable, non? Est-ce qu'on peut en profiter pour faire un petit tour de ce qu'on a sous les yeux? On est assis sur un banc, plutôt dans le bas du jardin. Là, en ce moment, le point d'intérêt, c'est de l'autre côté. C'est côté ouest, parce que c'est le champ d'iris en ce moment, et le début des roses. Ici, c'est le seul point circulaire dans le jardin de Monet. Tout le reste, ce sont des allées rectilignes qui se croisent. Et ce point circulaire est entouré d'une prairie. Et cette prairie, vous avez à l'ouest, là, vous avez les couleurs chaudes, donc c'est jaune-orange, mais là, c'est pas encore en fleurs. Dans le fond, vous avez le premier massif bleu, donc nous, on appelle 41. Et ça doit être pour ça qu'il y avait le paulownia qui était là, parce qu'il fleurit bleu, ce paulownia. Et derrière nous, pareil, c'est jaune-orange, couleur chaude. Donc on a un carré de plusieurs couleurs. Donc ça permet au peintre de calculer son sujet suivant ce qu'il veut faire. S'il veut faire des masses monochromes, il va se mettre dans un endroit que des monochromes, ou les couleurs claires devant ou derrière. Enfin, c'est lui qui va calculer. C'est pas du tout comme au jardin d'eau où, en fin de compte, tout le décor est fait, on pose ce chevalet, puis on attend les changements d'éclairage, les changements de lumière. On est à la fois dans un tableau, évidemment, si on regarde, mais on est aussi dans une palette de peinture. Oui, on est au milieu d'une palette et en même temps, c'est le résultat de sa passion. Il était collectionneur, il était horticulteur, jardinier, donc toutes ces collections qu'il menait, il les organisait. Donc là, on est dans la partie organisation, la période des iris, la période des roses, la période des pivoines arborescentes, des pivoines herbacées. Tout ça, c'est des collections avec Calbot et d'autres, avec Godefroy Bouillon sur le quai de la Mégisserie, qu'ils achetaient, qui s'échangeaient. Donc ça, c'est un peu la partie botanique, ça l'est moins du côté jardin d'eau. Vous dites qu'ils achetaient des fleurs comme ils achetaient des pigments de couleur, en fait, presque. Ah ben, tout à fait. Ils les achetaient par passion, par originalité. Et cette passion l'emmenait encore plus loin, c'est à créer des hybrides. Parce qu'il en recevait de ses amis, mais lui, il voulait en offrir aussi. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez m'emmener là dans ce coin dont vous m'avez parlé, juste qui est plus à l'ouest, donc là vous me dites le coin des iris pour finir. Oui, pas de problème. Le soir, ça sent vraiment bon parce que les juliennes, c'est très odorifère. Donc, mais c'est surtout le soir ou le matin avec les particules humides, en fin de compte. Il y a beaucoup plus d'odeur.
Elle est très belle. On est dans l'allée centrale du jardin de Giverny. On a à droite devant nous la maison de Monet. Ouais, toute rose. Le rose, c'est dans un filament chromatique, c'est la jonction. Parce que le rose, il peut être saumon, donc il tire sur les couleurs chaudes, ou il peut être plus bleu. Donc c'est la liaison entre les deux. Et puis donc de chaque côté, on a des juliennes. Des juliennes, des eaux, des érémurus. Et là, on est au changement, à la transition de deux styles d'allées. Là, déjà, on arrive dans les lignes monochromes. Vous seriez venu il y a 3 semaines, c'était des polychromes, c'était des taches de différentes couleurs. Là, on arrive à la transition. On comprend avec votre description à quel point c'est une composition anticipée. Anticipée, mais chargée d'histoire, parce qu'il faut revenir en arrière. En fin de compte, tout ça, ça date en 1883, quand il est venu aménager ici. Sa compagne, elle voulait être seule pour loger tout le monde, et elle a envoyé Monet avec Renoir peindre dans le midi de la France. Et quand il est revenu chargé la tête d'idées et tout. Et il a ressenti une chose, c'est l'oppression. Donc ça allait au-delà de l'impression. Il a voulu la traduire sur son allée centrale. Là, on ne le voit pas en ce moment parce que la plantation commence, c'est le début. Et en fin de saison, fin août, septembre, les capucines viennent jusqu'au centre de l'allée et ça recrée le petit ruisseau de Sasso, qui est un site assez exceptionnel. C'est une vallée très escarpée avec des restanques qui étaient cultivés à l'époque de Monet, avec des fleurs et des légumes. Et quand on était en bas de cette vallée de Sasso, on ressentait cette oppression du monde végétal, parce qu'on voyait très peu le ciel et on était envahi. Et dans les tableaux de Monet, si on reprend la série des nymphéas, en effet, le ciel, on le voit en reflet, mais on ne le voit pas en réel. Est-ce qu'on peut se diriger vers les nymphéas, justement ? Oui, c'est de l'autre côté de la route. On va peut-être prendre... Là, on va prendre la porte, là, comme ça, au moins. Allez-y. Ouais. C'est la bonne période pour venir ici, non, quand même, encore ? Le printemps, c'est toujours surprenant parce qu'on a une période triste avec peu de lumière. Et puis d'un seul coup, la nature se réveille et là, c'est impressionnant. Tous ces massifs de rhodos et d'azalées que vous voyez là, c'est sûr que dans 3 semaines, vous ne le verrez plus, mais il y aura autre chose. On a traversé la route, il y a un gros camion smirmorque qui nous a laissé passer. Et puis on est rentré dans la partie des nymphéas et du pont japonais. Vous me dites. Ça, c'est une chose que Monet n'a pas connue parce que cette route n'existait pas. C'était une voie ferrée. Il y avait 3 trains par jour maximum, donc il était toujours dans sa propriété. Bon, là, c'est différent. À l'époque, c'était abandonné. Quand on a commencé la restauration, à Vernon, ils ne savaient même pas que Monet, enfin beaucoup ne savaient pas que Monet habitait là. Donc, ils ont aménagé la route. Ça serait maintenant, je pense qu'ils auraient trouvé une autre solution. Ils auraient gardé la voie ferrée, ils auraient fait passer la route ailleurs. Hein. Mais bon, c'est le destin. Là, on voit le petit cours d'eau. C'est un rue, hein, c'est le rue de l'Epte. Et là, c'est l'endroit où le rue rejoint la sortie du bassin. Parce que c'est Monet qui a fait détourner, c'est plus possible maintenant, qui a fait détourner ce rue qui serpentait le long de la voie ferrée pour le mettre à l'extérieur de sa propriété. Et là, on est à la jonction, au retour des deux. Là. On entend le vent dans les roseaux et il y a une odeur là qui est... C'est pas les rhodos, non ? Ah si, vous avez les rhodos orange et c'est des ex-bury, ils sentent bon. Ah oui, oui. Ceux-là, donc c'est sans doute le rôdeur. Hein. Donc là, on ressent avec les bambous notamment, et puis ce petit cours d'eau qui a été détourné, on ressent l'atmosphère japonaise aussi, ou orientale, non ? Pourquoi il a planté cet îlot de bambou ? Ce bambou sert à créer une zone sombre dans un boyau de son bassin.
Et en plus, il motive la présence du pont. C'est-à-dire le pont sort du massif de bambou pour passer de l'autre côté. Sans ce massif de bambou, le jardin, il n'est pas beau. Et il est plat et on trouve un pont comme ça dans la nature qui ressemble à rien. Et ce massif de bambou est très très utile. Et pourquoi le pont japonais ? Parce que c'est un pont arqué et ça permet le passage de la lumière dans la partie ombre. Les peintres, en fin de compte, pour créer le relief, c'est toujours le clair et le foncé. Donc c'est pour ça qu'il l'a voulu comme ça. Quel est le moment de l'année que vous préférez ? Au départ, quand j'étais jeune, j'adorais l'automne parce que je trouvais que l'automne, c'était plus représentatif de l'impression. C'était l'apothéose avant la mort. C'est-à-dire que bon, il y avait toute une croissance, toute une exubérance et qu'à une journée après un gel, pouf, c'était fini, c'était la mort. Ça, c'est quand j'étais jeune. Et maintenant, ce que j'adore, c'est après l'hiver, l'éclosion, la vie. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai changé tant que ça ? En fin de compte, c'est tout simple. C'est parce que le genre humain, il ne se contente jamais de ce qu'il a. Quand j'étais jeune, j'aimais ce qui était vieux. Et maintenant que je suis vieux, enfin, entre guillemets, je préfère ce qui est jeune. Aux États-Unis, par exemple, dans un jardin botanique, les jardiniers ils étaient en admiration de me faire voir un pied de kélidoine. Je dis, mais ça, c'est une mauvaise herbe chez nous. Et ça, c'est parce qu'eux, sans doute, n'avaient pas de kélidoine. Nous, on était envahis, qu'ils étaient en admiration devant cette plante. Et c'est pour ça que tous les gens qui voyagent récupèrent des choses qu'ils trouvent formidables pour les ramener dans leur pays. Oui, c'est très vrai. À quoi ressemble votre jardin à vous ? Est-ce qu'il s'inspire du jardin de Claude Monet ou il est totalement différent ? Il est personnel, créatif, brouillon, ordonné ? Bon, il est ordonné, il est divisé en deux parties. La première partie, ce sont que des couleurs roses, bleues, sauf certaines exceptions. Dans le mur, si jamais il y a une kélidoine qui pousse, elle est jaune, donc il y a un peu de jaune. Et la seconde partie, c'est l'inverse. Toutes les couleurs chaudes avec des pointes de bleu pour créer du relief. Et il y a de l'art aux pierres, c'est-à-dire que j'ai des sculptures en buis, parce que je trouve qu'en hiver, c'est la vie du jardin. Et quand moi je jardine, mes sculptures, c'est mes amis en fin de compte. C'est une jolie image. J'ai lu dans une interview que quand Gérald van der Kamp était parti, vous aviez ressenti une vraie tristesse après le décès de Gérard van der Kamp. Oui, c'est vrai. Bon, parce qu'avec Gérald, c'était comme mon père adoptif en fin de compte. Parce que le problème de père dans ma vie, j'en ai pas eu vraiment. Donc c'était mon père adoptif. Et c'est vrai, quand il est décédé, ça m'a fait énormément de choses. Vous savez, c'était un homme assez exceptionnel. Et son tempérament d'être caméléon, comme ça, faisait qu'il avait la porte ouverte dans tous les domaines. Et lui, il était complètement désintéressé. Il n'a jamais fait pour lui, il donnait. Je vois, moi, quelque chose m'aurait fait plaisir, même n'importe quelle valeur, il me le donnait. C'était un homme exceptionnel. Si vous savez que pendant la guerre, au risque de sa vie, il a protégé une grande partie des œuvres du Louvre, les Allemands voulaient les emmener. Et franchement, j'ai été très très heureux de le côtoyer et de pouvoir travailler avec lui. C'est pour ça que je suis resté en fin de compte. Et que jamais je l'aurais abandonné. Pendant notre vie, moi, j'ai eu des propositions japonaises, mais je n'ai pas quitté parce que moi, l'argent ne m'intéressait pas. Je n'ai jamais calqué ma vie sur un apport financier. C'était pas l'élément moteur. J'ai connu dans ma jeunesse la misère. Et cette misère m'a permis de rester content de ce que j'avais. Dès l'instant que j'ai ce qu'il faut pour manger, une maison pour ma famille, un jardin, pourquoi envier ? J'adore voir les belles choses, mais je n'ai pas envie de les posséder. D'en profiter, c'est déjà un grand luxe. Et ça, avec Gérald van der Kamp, je pense qu'on avait un peu le même tempérament.
J'ai demandé ma retraite par honnêteté. Parce que normalement, j'aurais pu rester plus longtemps. Mais physiquement et moralement, j'étais dépassé. Parce qu'on ne se rend pas compte de la charge administrative que ça peut représenter. C'est pas le jardin, non, le jardin, pas de problème. Mais c'est la charge administrative. Il fallait que quelqu'un d'autre prenne la relève parce que c'était pas bon. J'aurais pas fait de belles choses. Il fallait que du sang plus jeune. Là maintenant je suis confiant et c'est que du bonheur. Ouais, mais ça c'est celle d'origine. Ça, c'est celle d'origine? Bah oui, c'est celle d'origine. Et Donc la glycine que je suis en train de toucher, là, c'est la glycine d'origine sur le pont japonais que Monet a connu. Ah ouais, on ne l'a pas recépé ni rien, c'est là. C'est pour ça qu'elle est toute emmêlée, pas structurée ni rien, mais ça a été voulu. Hein. Elle reste jeune, hein, d'apparence. Ouais, mais ça vit très très vieux, une glycine. L'histoire de la renaissance de ce jardin mythique et son émouvante relation avec Gérald van der Kamp, Gilbert Vahey l'a écrite, dans un livre intitulé Le jardin de Monet à Giverny, histoire d'une renaissance aux éditions Claude Monet Giverny. Pour admirer l'œuvre du peintre et le travail des jardiniers, rendez-vous donc à la Fondation Monet à Giverny. Que vous ayez déjà vu ou non une toile de Monet dans votre vie, ce sera pour vous l'occasion de comprendre, en déambulant dans ce jardin, ce qui fascinait et inspirait tant le peintre. Les nombreuses variétés de fleurs, le pont japonais, les jeux de lumière et reflets permanents des arbres et nuages sur le jardin d'eau, et les fameux nymphéas. Cette plante aquatique venue d'Asie, dont il a fait un motif récurrent dans les 30 dernières années de sa vie, il en a peint plus de 250, aujourd'hui exposés dans les plus grands musées, un peu partout à travers le monde. Mais l'endroit incontournable pour les admirer en peinture, c'est évidemment les sublimes salles du musée de l'Orangerie, qui leur sont dédiées, où 8 panneaux se déploient sur près de 100 mètres de longueur, avec l'éclairage zénithal du jour, qui laisse entrevoir le changement des teintes de peinture en fonction de la lumière naturelle. Un grand merci à la Fondation Monet pour leur accueil et à Gilbert Vahey pour le temps qu'il nous a consacré. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.